Le 15 février 2010, à 9h39, la police du comté de San Diego a reçu un appel inquiétant de Michael McStay, résidant à Huntington Beach. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu contacter son frère Joseph McStay, sa femme Summer et ses enfants Gianni, 4 ans, et Joseph Jr., 3 ans, pendant 11 jours depuis le 4 février. Ils n'ont pas répondu aux appels pendant toute cette période, ce qui est tout à fait atypique pour une famille qui a toujours été en contact. La police s'est rendue à l'adresse indiquée par Michael, 3473 Avocado Vista, Fallbrook, Californie, pour vérifier ce qui se passait. Cependant, en arrivant sur place, les policiers n'ont rien trouvé d'anormal. La maison était vide et bien que le garage n'ait pas été inspecté, personne n'y a prêté attention. Qu'il s'agisse d'une erreur ou de la méfiance habituelle à l'égard des mauvaises nouvelles, la police a conclu que la famille était peut-être simplement partie. Signe suspect, mais la situation a commencé à évoluer différemment. Le shérif du comté de San Diego arrive sur les lieux dès le 10 février, mais ne voyant rien d'anormal, n'entre pas non plus dans la maison. Le 13 février, Michael McStay lui-même revient sur les lieux de la disparition. 2 chiens appartenant à la famille McStay, Bear et Little Bear, attirent son attention. Ces animaux avaient l'air sales et affamés, ce qui semblait tout à fait étrange pour des personnes qui partiraient sans s'occuper de leurs animaux de compagnie. Michael, inquiet que quelque chose soit arrivé à la famille, décide de se faufiler dans la maison par une fenêtre. À l'intérieur, il trouve des signes indiquant que la famille a quitté la maison précipitamment. Mais il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol. Et il semble que les propriétaires soient simplement partis en laissant tout en l'état. À l'intérieur, malgré l'absence de signes inquiétants, Michael sent que quelque chose ne va pas. Enfin, un appel à la police. Quelques jours plus tard, Michael décide de signaler la disparition de sa famille à la police. Ce n'est qu'à ce moment-là que commence l'enquête, qui conduira à la découverte de détails macabres. Le 10 février, des policiers se rendent au domicile des Douglas, mais ne trouvent aucune trace de lutte ou d'effraction. La décision est prise, il faut attendre quelques jours, en espérant que la famille prenne contact d'elle-même. Premier indice, le temps passe et les Douglas ne se manifestent pas. L'inspecteur Thomas Rivers, qui s'est vu confier l'affaire, a commencé par demander les données relatives aux appels de Michael et de Lily. La réponse de l'opérateur révèle que le téléphone de Michael est éteint depuis le 3 février au soir. Dans le même temps, le téléphone de Lily est resté actif pendant encore 2 jours. Il recevait des appels et des messages, mais ne répondait pas. L'opérateur a également signalé que le 3 février, les téléphones du couple ont été enregistrés près de l'autoroute I-15 à environ 15 km de leur domicile. À 21h17, un appel sortant a été passé depuis le téléphone de Michael vers son collègue, mais l'appelant n'a pas répondu. Le téléphone a ensuite été définitivement éteint. Le dernier appel sortant de Lily a été enregistré à 16h55 le même jour. Des messages ont été reçus sur son téléphone jusqu'au 7 février, date à laquelle le téléphone a probablement été déchargé. Pendant tout ce temps, le signal du téléphone de Lily a été observé près d'un pont, situé à proximité de la ville d'Escondido. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. Il se renseigne auprès de tous les aéroports, gares routières et ferroviaires, hôtels et hôpitaux des environs. Le 12 février, des informations sur la famille disparue sont communiquées aux médias. Des parents et des amis des Douglas ont créé un site web offrant une récompense de 2000 $ pour toute information utile. Des drones ont même commencé à être utilisés pour retrouver la famille. Données financières et perquisitions.
Un détective a obtenu un mandat de perquisition au domicile de la famille et a également demandé un examen de leurs transactions financières. Il a été découvert que Michael avait plus de 150 000 $ sur son compte et qu'aucune transaction n'avait été enregistrée depuis sa disparition. La famille avait récemment acheté une maison spacieuse de 2 étages pour 400 000 $. Les entretiens avec les voisins ont révélé que personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect le jour de la disparition. Le 19 février, Rivers et une équipe d'experts sont allés fouiller la maison et ses environs. Trouvailles étranges. La première chose qui a attiré l'attention est l'absence d'un des véhicules. Le SUV Toyota 4 Runner noir appartenant à Michael a disparu tandis que le second véhicule, le Ford Escape de Lily, est resté garé à l'extérieur de la maison. Il semble que ce soit le 4 Runner avec lequel la famille a quitté la maison. Lorsque la police a examiné la maison, elle n'a trouvé aucun signe de lutte, mais elle a remarqué des détails étranges. Sur le canapé du salon se trouvaient les lunettes de Lily, qui sortaient rarement sans elle. À proximité se trouvaient 2 grandes boîtes de pop-corn, dont une partie était éparpillée sur le sol, comme si les enfants l'avaient mangée devant la télévision. Dans la cuisine, il y avait une barquette d'œufs abîmés, une banane noircie posée sur la table et un paquet de pop-corn à moitié cuit dans le micro-ondes. La salle de bain soulevait encore plus de questions. Une lampe de table était posée sur le sol comme si quelqu'un l'avait accidentellement fait tomber. Dans le dressing, il y avait des objets éparpillés et des valises ouvertes dans lesquelles on avait mis quelque chose à la hâte. Cependant, le processus d'emballage avait été brusquement interrompu. Les sacs n'étaient pas fermés et les affaires n'étaient pas complètement emballées. L'absence de sac à main féminin est encore plus étrange. Bien que Lily ait beaucoup de vêtements, aucun de ces sacs à main n'a été retrouvé dans la maison. Les enquêteurs ont interrogé les employés de Joseph, les associés Chase Merritt et Dan Cavanaugh, qui étaient chargés de la partie technique du travail. Il s'est avéré que l'entreprise générait des revenus réguliers et était évaluée à près d'1 million de $. Des échantillons d'ADN ont également été prélevés sur d'éventuels suspects. Le 23 février, soit 19 jours après la disparition, Interpol a été associé aux recherches. Le 5 mars, une nouvelle piste importante est apparue. Des images provenant de caméras de surveillance situées à la frontière avec le Mexique. L'image floue montre une famille de 4 personnes franchissant un poste de contrôle. Toutefois, la qualité des images ne permettait pas d'identifier précisément les personnes. La voiture a quitté la maison le 4 février, alors que les images de la frontière sont datées du 8 février. Malgré ces doutes, la police a mis fin à l'enquête, supposant que la famille était partie de son plein gré. La famille n'a pas cru à cette version. Le père de Joseph, Patrick, a essayé d'organiser ses propres recherches en demandant l'aide d'un ami texan, Tim Miller, qui a participé à des opérations de recherche et de sauvetage. Mais cela n'a donné aucun résultat. Les années ont passé, mais la famille n'a jamais été retrouvée, ni au Mexique ni ailleurs. En 2013, l'affaire a été confiée au FBI. Les circonstances de la disparition sont restées mystérieuses, donnant lieu à de nombreuses rumeurs et théories. L'une d'entre elles est que Joseph aurait été impliqué dans un cartel, ce qui aurait entraîné ses conséquences. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Une autre théorie a été avancée par l'écrivain Rick Baker. Il pensait que Summer pouvait se débarrasser de son mari et s'enfuir avec les enfants, allant même jusqu'à simuler un enregistrement de la caméra à la frontière pour induire l'enquête en erreur. Des informations ont également fait surface sur les problèmes de santé de Joseph. Il avait souvent des vertiges, ce qui aurait pu influencer son comportement. La famille McStay a disparu en 2009. Et l'affaire est restée silencieuse pendant des années. Les gens ont oublié l'histoire, mais les proches espèrent toujours qu'ils sont en vie. Le 11 novembre 2013,
Un motard a découvert un crâne humain dans le désert de Morave, et les enquêteurs arrivés sur place ont trouvé 2 tombes peu profondes, avec les restes de 2 adultes et de 2 enfants. Une masse d'1 kilogramme, qui pourrait être l'arme du crime, gisait également sur les lieux. Les restes étaient complètement décomposés, et il a fallu 4 jours pour les identifier. Le 15 novembre, il a été confirmé qu'il s'agissait de Summer et de Joseph, et que les petits squelettes étaient probablement ceux de leurs enfants. L'enquête a été confiée au bureau du shérif de San Bernardino. L'ADN de Chase Merritt, l'associé de Joseph, a été retrouvé dans le véhicule de la famille, mais les enquêteurs l'ont d'abord ignoré, parce qu'ils pensaient que la famille avait fui au Mexique. Cependant, le lieu de sépulture se trouvait dans une zone reculée et il a été possible de conserver des preuves, notamment des traces de pneus qui correspondaient à ceux du camion de Chase. Il s'est avéré que ce dernier connaissait bien le désert, puisqu'il y avait passé du temps lorsqu'il était enfant et que sa sœur vivait à proximité. Les données du téléphone portable ont également confirmé qu'il se trouvait sur le lieu de l'enterrement. En outre, Chase était en proie à de graves difficultés financières. Alors que les affaires de Joseph étaient en plein essor, Chase empruntait constamment et sa dette totale s'élevait à environ $100 000. Il falsifiait également des chèques et même après la disparition de sa famille, il continuait à frauder. Il s'est avéré qu'il avait un grave conflit avec Joseph au sujet de l'argent. La dernière fois qu'ils se sont disputés, c'était au sujet d'un remboursement important pour une fontaine défectueuse. Toutes les preuves pointaient vers Chase. Le 5 novembre 2014, il a été arrêté. Le père de Joseph s'est souvenu que son fils n'était pas satisfait du travail de Chase et qu'il envisageait de le remplacer, ce qui aurait pu constituer un motif supplémentaire. Chase jouait et devait d'importantes sommes au casino. Le 4 février 2010, il aurait appris que Joseph allait le dénoncer à la police pour tricherie. La Californie applique la loi des 3 coups et Chase aurait pu être condamné à une peine de prison à perpétuité. Le soir du 4 février, il s'est rendu dans la maison de son partenaire et a tué toute la famille, puis a caché les corps pendant 2 jours avant de les conduire dans le désert. Auparavant, il a conduit le 4x4 de la famille jusqu'à la frontière pour laisser l'enquête déraper. Il s'est avéré que c'est Chase qui a cherché des informations sur le Mexique dans l'ordinateur de Joseph. Le procès s'est ouvert le 7 février 2019. Les preuves contre Chase étaient circonstancielles, mais l'accusation a prouvé avec assurance sa culpabilité. La défense a tenté de faire porter le chapeau à un autre partenaire commercial, Dan Cavanagh, mais l'enquête n'a pas permis de recueillir d'éléments à son encontre. Finalement, le jury a déclaré Chase coupable du meurtre de toute sa famille. Il a été condamné à la peine de mort et se trouve actuellement dans une cellule de détention en attendant son exécution. Après le verdict, Chase Merritt a continué à clamer son innocence. Sa défense a déposé de nombreux recours, invoquant l'absence de preuves directes et la partialité présumée de l'enquête. Cependant, la Cour est restée inflexible. Toutes les preuves le désignaient. Pendant ce temps, les proches de la famille McStay tentent de surmonter cette perte. Le père de Joseph, Patrick McStay, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse, exigeant que justice soit faite le plus rapidement possible. Il a souligné que Chase n'était pas seulement un partenaire commercial, mais un ami de confiance de la famille. La trahison de sa part semble particulièrement cruelle. Les médias continuent de couvrir l'affaire, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'efficacité de l'enquête. Certains ont critiqué la police pour avoir orienté l'enquête dans la mauvaise direction au cours des premières années, tandis que d'autres ont fait remarquer que sans les corps retrouvés dans le désert, l'auteur du crime n'aurait peut-être jamais été découvert. En attendant, l'histoire de la famille McStay reste l'un des crimes les plus brutaux et les plus mystérieux de son époque.
Leur destin, si tragiquement interrompu, nous rappelle à quel point la vie humaine peut être fragile et à quel point la confiance peut facilement conduire à la mort. Malgré la condamnation de Merritt, l'affaire de la famille Maxtey a laissé de nombreuses questions dans son sillage. Pourquoi la famille a-t-elle pris la route cette nuit-là, laissant derrière elle tous ses biens et ses animaux domestiques? Joseph avait-il un conflit avec quelqu'un d'autre? Et surtout, Merritt aurait-il pu agir seul ou aurait-il eu des complices? Cette histoire est devenue l'un des mystères les plus discutés de l'actualité criminelle aux États-Unis, nous rappelant à quel point il est facile de disparaître et de se révéler être la victime d'un crime soigneusement planifié. Les tueurs n'ont pas leur place dans le monde du droit. Les tueurs ne sont pas nouveaux dans le monde du crime. Ce qui est relativement nouveau, cependant, c'est l'impitoyabilité avec laquelle ils opèrent. Leurs actions sont sans précédent. Alors qu'autrefois les affaires étaient résolues dans un parking lointain, les tueurs frappent aujourd'hui en plein jour, au milieu de lieux très fréquentés. Des citoyens innocents sont ainsi victimes de leurs agissements. L'homme qui suit en est un excellent exemple. C'est l'histoire de Randall Day, un tueur à gages de la pègre. Randall Day est né en 1981 à Curaçao. À l'âge de 9 ans, il quitte Curaçao pour Amsterdam Zuidoost, où il vit avec des parents. Sa mère l'a rejoint 1 an plus tard. Son père ne les a pas accompagnés et est resté à Curaçao. Le déménagement aux Pays-Bas était l'espoir de la mère d'une vie meilleure pour elle et son fils. Cependant, la réalité s'est avérée différente. Dès son plus jeune âge, Randall a commencé à s'attirer des ennuis. Il a été impliqué dans diverses activités criminelles et a accumulé au fil du temps un dossier impressionnant de plusieurs pages. Il a notamment été accusé d'avoir utilisé des armes à feu et d'avoir distribué de la drogue. Mais quelque part en 2015, il a commis un crime bien plus grave que tous ses délits précédents. Pour la première fois, il a été engagé comme tueur à gages. Sa cible était Lucas Boom, également connu sous le surnom de Puck. Lucas est un criminel notoire d'Amsterdam. Il était un confident de Willem Holleyder et réglait souvent ses problèmes, avec ou sans violence. Lucas a été poursuivi en Belgique pour contrebande à grande échelle et a été condamné à 4,5 ans de prison. Il a toutefois été libéré sous condition en attendant l'appel. Lucas a également été soupçonné de la tentative de meurtre d'Etus Belserang, président du club de motards Satar à Amsterdam, mais l'affaire a été classée faute de preuves. Des rumeurs ont également circulé sur son implication dans les tentatives d'assassinat de Stanley Hill et de Patrick Brisbane. Malgré ses fortes suspicions, il n'a jamais été formellement inculpé ou condamné. Néanmoins, Lucas était profondément impliqué dans la pègre d'Amsterdam, qui était extrêmement volatile à l'époque. Les conflits sont nombreux dans ce milieu. L'hostilité était dans l'air et les attaques et assassinats étaient omniprésents. Chaque jour pouvait être le dernier pour toute personne impliquée dans ce monde. La situation était si tendue que des personnes étaient éliminées préventivement, afin qu'elles ne puissent même pas devenir une menace potentielle. Le 9 juin 2015, vers 12h20, Lucas Boom se trouvait dans l'une des zones de Zaandam. Il se tenait près de sa voiture, juste devant l'école. C'était l'heure de la pause déjeuner et les enfants jouaient dehors, sans se douter de ce qui allait se passer. À ce moment-là, un minibus s'est arrêté. La porte de la camionnette s'est écartée, et Randall et 2 autres hommes vêtus de noir en sont sortis. Ils ont ouvert le feu et tiré un nombre impressionnant de coups de feu. Lucas n'a aucune chance. Le bruit des coups de feu résonne dans le quartier. Les enseignants, voyant les hommes armés vêtus de noir, crient et ordonnent aux enfants de rentrer immédiatement dans le bâtiment de l'école. Une femme,
assise dans sa voiture à proximité, a dû se baisser pour éviter d'être touchée par des balles perdues. Les hommes armés sont remontés dans le minibus et ont fui les lieux à toute vitesse, en faisant une boucle à travers le quartier. Il ne semble plus y avoir de frontières dans le monde de la pègre. Ces hommes savaient qu'ils se trouvaient juste en face d'une école et que des enfants jouaient dans la rue. Ils se rendaient également compte que des citoyens innocents auraient pu être blessés accidentellement. Après tout, c'était un jour de semaine normal et un endroit très fréquenté. Mais cela ne les dérangeait pas. Ils avaient un travail à faire, et ils l'ont fait à n'importe quel prix. Le même jour, à 16h30, la police a trouvé un minibus incendié à Amsterdam-Nord. Il est immédiatement apparu qu'il s'agissait du même véhicule que celui utilisé pour le crime. La camionnette utilisée lors de l'attaque avait été transformée en camion. L'enquête bat son plein. Les médias couvrent activement l'affaire et les services néerlandais de prévention de la criminalité cherchent à répondre à la question suivante. Qui est le cerveau de l'attentat? Lucas avait de nombreux ennemis dans le monde du crime et le coupable aurait pu être n'importe qui. Une chose est sûre, Randall vient de réussir son premier coup. Alors que la police continue d'enquêter sur Lucas Boom, Randall se prépare déjà pour sa prochaine mission. En 2015, il a contacté Naufal F., plus connu sous le nom de Novel. Naufal a envoyé à Randall un message, lui annonçant qu'il avait un travail intéressant à lui proposer. Un Iranien du nom d'Ali Mamad devait être éliminé. Ali a été condamné à mort en Iran pour l'attentat de Téhéran de 1981 qui a fait 73 morts. Naufal a informé Randall que la cible était déjà sous surveillance et qu'Ali quittait sa maison pour aller travailler à 7 heures du matin. Il a ensuite conseillé à Randall de louer une maison à Almer qui pourrait servir d'abri aux tireurs après l'attaque. Les hommes ont échangé des messages sur leur plan, en plaisantant et en agissant comme s'il s'agissait d'une chose des plus courantes que de planifier l'élimination d'une personne. Randall a demandé à Naufal qui devrait l'éliminer. Naufal a répondu « Mon frère, je ne sais même pas qui c'est. C'est un Turc, il travaille dans l'ingénierie électrique quelque part. Il a une camionnette blanche avec le logo Eneco. Où et comment il vit? Je ne le sais pas et je ne veux même pas le savoir. C'est un homme ordinaire, d'une 40aine d'années, avec une famille. » Après ce message, les hommes ont continué à planifier et à se préparer. Cela montre bien leur attitude indifférente à l'égard de ce genre de choses. Ils ont même mentionné que la cible avait une femme et des enfants. Naufal a ajouté « L'objectif est la chose la plus importante. L'objectif est la chose la plus importante, mais tout ce qui l'entoure est encore plus important. » Randall a répondu en faisant référence aux tireurs et à l'ensemble de l'opération. « Je ne fais pas affaire avec n'importe qui, mon frère. » Ce que Naufal appréciait. Plusieurs jours passent, mais rien ne se passe. Puis, le 25 novembre, 10 jours après sa conversation avec Naufal, Randall est arrêté pour son implication dans l'attentat contre Lucas Bouma survenu 5 mois plus tôt. Au moment de son arrestation, Randall est armé. L'opération d'arrestation a été soigneusement planifiée par la police. L'attaque contre Ali Mamad n'a pas été annulée pour autant. Le 15 décembre 2015, Ali a finalement été éliminé. Randall a été soumis à de longs interrogatoires. Alors que la police pensait avoir suffisamment de preuves pour l'inculper, Randall a dû être libéré au bout de 3 mois, faute de preuves. Mais la police a décidé d'utiliser un plan astucieux. Après sa libération en février 2016, un dispositif d'écoute a été placé dans les vêtements de Randall. Lors de conversations avec d'autres délinquants, Randall a admis qu'il avait eu beaucoup de chance que la police ne dispose pas de suffisamment de preuves pour le condamner. Il a donné de nombreux détails sur l'agression, mentionnant les noms d'autres personnes liées à son activité criminelle. Pour des raisons inconnues, la police n'a rien fait de ses aveux et Randall n'a pas été arrêté à nouveau. Après ces paroles, il ne restait plus qu'une question.
Pourquoi? Et il n'y a toujours pas de réponse. 1 an et demi s'est écoulé. Nous sommes le 26 janvier 2018 et Randall est à nouveau en mission. Mohamed, un jeune homme de 17 ans, vient de rentrer d'un centre local après avoir fait des courses. Mohamed avait terminé avec succès un stage au centre et avait eu l'occasion d'y rester plus longtemps. Pour fêter l'événement, il a décidé de préparer un délicieux dîner. Avec une vingtaine d'autres jeunes, il a joué à des jeux vidéo, à des jeux de cartes et a passé du temps au centre. Une soirée confortable ordinaire a changé du tout au tout en un clin d'œil, lorsqu'à 19h10, 2 hommes masqués et armés de pistolets automatiques ont fait irruption dans le centre. Ils ont commencé à crier « Où est cet homme noir ? Où est cet homme noir ?» La panique s'est installée et ils ont commencé à tirer sur le premier homme noir qu'ils ont vu. La jeune fille qui se tenait à côté de lui a également été blessée. Un véritable chaos s'est emparé de la pièce et les gens ont commencé à courir autour du bâtiment en essayant de se cacher. Une partie du groupe s'est réfugiée dans un petit bureau. Mohamed les a suivis et s'est caché dans un coin. Il a croisé les bras dans le dos, s'est accroupi et a essayé de se faire le plus discret possible. L'un des hommes masqués a fait irruption dans le bureau. Lorsqu'il a vu Mohamed de dos, il l'a pris pour cible et lui a tiré dessus à plusieurs reprises de manière méchante et brutale. Les hommes sont ensuite sortis en courant, sont montés dans une voiture et ont pris la fuite. Quelques heures plus tard, la BMW noire a été découverte en feu. Les pompiers ont rapidement éteint l'incendie, ce qui a permis à la police de recueillir d'éventuelles preuves. La police a déclaré que c'était un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu d'autres blessés graves. Mais quelle est la cause de cette violence? Après une enquête plus approfondie, la police a établi un lien entre l'incident et une autre fusillade survenue près du centre 2 mois plus tôt. Dans la nuit du 23 novembre 2017, une fusillade a également eu lieu à cet endroit. La cible principale était l'auteur de la fusillade, John L., âgé de 19 ans. John et 3 autres personnes ont été blessées. Selon les rapports, John s'est disputé avec le fils de Randall. En réponse, Randall a décidé de se venger et a impliqué son ami Emilio G. dans l'affaire. La vengeance a eu lieu dans la soirée du 26 janvier, mais ne s'est pas déroulée comme prévu. Le premier noir sur lequel Randall et Emilio ont commencé à tirer était Jean L., leur véritable cible. Mais Jean a réussi à s'échapper malgré ses blessures et a survécu. Après cette fusillade, il est devenu trop dangereux pour Randall de rester en ville. Il reste quelque temps à Amsterdam, mais retourne bientôt à Curaçao, le pays qu'il avait quitté à l'âge de 9 ans. Pendant ce temps, l'équipe d'enquêteurs d'Amsterdam continue de travailler sur l'affaire. Après avoir reçu plusieurs pistes importantes, le 11 juin 2021, plus de 3 ans après l'incident, la police a finalement arrêté Randall, 39 ans, à Curaçao, alors qu'il faisait des courses. Randall a été immédiatement extradé vers les Pays-Bas. Alors qu'il était en cellule, il a été arrêté à nouveau le 19 octobre 2021 pour son implication dans la tentative d'assassinat de Luca Bouma. Vous vous souvenez de cette affaire? En 2015, Randall a été libéré faute de preuves. Mais grâce à un nouveau témoignage d'un anonyme, il a été décidé de l'arrêter à nouveau, la police étant persuadée d'avoir cette fois-ci suffisamment de preuves pour un procès. Curieusement, en mai 2023, Randall est également jugé pour le meurtre de Sigmar de Flaneur. Né à Curaçao, Sigmar Pito de Flaneur était un joueur de baseball talentueux de 24 ans. Cependant, il était également impliqué dans le monde du crime. Randall et Emilio connaissaient tous deux Sigmar. Randall l'a rencontré en prison à Lely, et Emilio l'a rencontré dans les rues d'Amsterdam. Un soir de 2015, Sigmar s'est rendu dans plusieurs bars du quartier de Bijlmer avant de rentrer chez lui. Mais peu après son retour, il a de nouveau quitté son domicile et est monté dans une voiture avec un inconnu, vraisemblablement Emilio.
Vers 2 heures du matin, la police a été informée de coups de feu. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Siegmar souffrant de plusieurs blessures par balle dans le dos. Que s'est-il passé? S'agissait-il d'un piège? Le frère de Sigmar a déclaré à la police que Sigmar et Emilio étaient souvent en contact et qu'il pensait qu'Emilio avait attiré Sigmar dans le piège et que Randall avait exécuté l'ordre. Randall a finalement été acquitté de la tentative de meurtre sur Lucas Boom. Même si la police avait placé un dispositif d'écoute dans ses vêtements et intercepté de nombreuses conversations, les preuves n'étaient pas suffisantes pour le condamner. Le seul chef d'accusation pour lequel il a été condamné est la possession illégale d'une arme à feu. Dans le cas de la victime innocente Mohamed Centre, les procureurs ont réclamé une peine de prison à vie pour Randall. Finalement, Randall a été condamné à 29,5 ans de prison et Emilio à la perpétuité. Il est intéressant de noter qu'au cours de son procès, Randall a également été associé à plusieurs autres attaques, notamment celle de 2012 contre Ben Ouf A, dans le quartier de Staats-Liedenburt où il était chauffeur. Il n'a cependant jamais été poursuivi dans cette affaire. Au fur et à mesure que le procès contre Randall progresse, d'autres affaires sont susceptibles de faire surface. Je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir regardé une autre de mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à l'aimer, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Floride, matinée ensoleillée. On frappe avec insistance à la porte d'une confortable maison de banlieue. Un clown tireur portant des fleurs et des ballons s'est présenté au domicile de Marlène Warren dans le complexe d'appartements ACL et lui a tiré une balle dans le visage. Bien avant la sortie du roman It de Stephen King ou du film Horrifying, cette image de vacances colorées inspirait déjà la peur. Des criminels sanguinaires se sont cachés plus d'une fois derrière le masque du clown, transformant son sourire en symbole de terreur. Leurs crimes ont laissé une trace si sombre que les forces de l'ordre ont même créé un fichier de surveillance des clowns spécial, enregistrant toute apparition du clown. Ce clown a été filmé le long d'un chemin de terre, ce qui a constitué une piste importante. L'enquête a conduit les détectives à la découverte choquante des nombreux secrets de la famille Warren. Mais ce n'est que 27 ans plus tard, en 2023, que la vérité a finalement été révélée, exposant une histoire encore plus sombre que ce que l'on pensait au départ. Qui se trouvait sur le chemin de Marlène Warren? Le clown a sorti une arme et a tiré une balle dans le visage de la femme. Les voisins ont entendu ce qui ressemblait à un coup de feu et se sont précipités dehors, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est une voiture qui s'éloignait. Joe Renz, le fils de Marlène, confie sa mère à des amis et après avoir appelé une ambulance et la police, se précipite pour rattraper le clown. À un moment donné, il aperçoit une Chrysler blanche. Une ambulance arrive et il accompagne sa mère à l'hôpital. Pendant ce temps, la police et l'équipe médico-légale parcourent les lieux du crime pour recueillir des preuves. Ils ne trouvent que des fleurs dans un panier de paille et 2 ballons. Les amis de Joe qui sont restés dans la maison racontent aux inspecteurs ce qu'ils ont vu. Tout s'est passé très vite. Quelqu'un a frappé à la porte, Marlène a ouvert, accepté le cadeau et un coup de feu a immédiatement suivi. Le clown s'est retourné calmement et s'est éloigné vers une Chrysler blanche. La famille Warren, qui sont-ils? La première chose que font les inspecteurs est de lancer un avis de recherche pour la Chrysler blanche, en supposant que l'auteur a acheté des fleurs et des ballons à proximité. En interrogeant les voisins et les connaissances de Marlène, les enquêteurs tentent de trouver un mobile. Marlène Warren a grandi dans le Michigan, dans la ferme de son grand-père, près de Détroit. Elle aimait faire de la pâtisserie, s'intéressait à l'art et était douée pour le dessin, en particulier celui des clowns. Sa mère possède encore ses peintures de comédiens tristes et drôles maquillés. À l'âge de 15 ans, Marlène est devenue mère. La famille n'est pas enchantée, mais accepte sa décision. 2 ans plus tard, elle donne naissance à son 2e fils. Mais son mari change après avoir servi au Vietnam. Il s'est mis à boire et à mener une vie dissolue. Finalement,
Marlène a décidé de partir, sauvant ainsi sa vie et celle de ses enfants. Il a ensuite été tué dans un accident de voiture. Peu avant cette tragédie, elle a rencontré Michael Warren. Ambitieux et déterminé, il s'est occupé de ses enfants et ils se sont bientôt mariés. Le couple s'installe dans le sud de la Floride où il commence à investir dans l'immobilier. Marlène gère toutes les affaires et Michael lance une société de location de voitures pour les clients ayant de mauvais antécédents en matière de crédit. L'entreprise est florissante, mais la relation du couple commence à s'effriter. Marlène gère l'immobilier et Michael s'intéresse aux voitures, aux courses de chevaux et achète même un avion. Les voisins commencent à douter de l'honnêteté de Michael. Il vole un avion, son cheval meurt dans des circonstances étranges. En 1983, il est arrêté pour fraude au kilométrage. Il plaide coupable et est condamné à 18 mois de prison avec sursis. La confiance de Marlène s'en trouve sérieusement entamée. En 1988, une tragédie frappe la famille. Le fils aîné de Marlène meurt dans un accident de voiture, tout comme son père. Elle a le cœur brisé, mais Michael ne lui témoigne aucune sympathie. Bientôt, Sheila Keane entre dans sa vie. Elle s'efforçait toujours de trouver une solution de compromis, satisfaisant les deux parties dans toute situation difficile. Plusieurs officiers qui ont rendu visite à ses clients pour leur poser des questions sur le propriétaire n'ont eu aucun mal à confirmer les propos de Joe. Elle était respectée, appréciée et même aimée, car ils savaient que Marlène Warren ne les laisserait jamais sans toit en cas d'urgence financière. Sheila Keane accepte également de témoigner de son plein gré. « Je veux juste que vous compreniez que vous êtes ici de votre plein gré et que vous pouvez partir à tout moment », lui rappellent les inspecteurs. De plus en plus de personnes affirment qu'elle avait une relation sérieuse avec un certain homme. Nous essayons simplement de connaître les détails. Pourquoi le croit-on ? Demandent les enquêteurs. Qu'est-ce que je peux dire ? Pour autant que je sache, beaucoup de femmes voulaient être avec lui. Elles pensaient que j'étais avec lui, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas de relation intime, répond-elle. Joe Renz, fils de feu Marlène Warren, et ses amis sont convaincus que le tueur est un homme. Cependant, en regardant Sheila Keane, les détectives ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'elle aurait pu avoir l'air plus masculine dans son costume de clown. Sheila est une jeune femme séduisante, mais son style est loin d'être sophistiqué. Vêtements amples, jeans, t-shirts, chaussures grossières, pas de bijoux ni de maquillage. Avez-vous un costume de clown? Non. En avez-vous déjà acheté un? Non, jamais. De plus, Sheila n'a pratiquement aucun alibi. Elle affirme qu'elle était en train de rendre des voitures de location lorsque le clown a attaqué Marlène, mais elle ne peut citer aucune adresse où sa présence pourrait être confirmée. Les soupçons ne suffisent pas pour procéder à une arrestation. Êtes-vous en train de dire que je suis un suspect? Nous disons qu'il y a un certain nombre de circonstances qui font penser que vous avez pu être impliqué dans ce délit. Je pense que j'ai besoin d'un avocat. À ce stade, Sheila Keane cesse de coopérer à l'enquête, mais, contre toute attente, donne volontairement ses cheveux aux inspecteurs pour qu'ils les analysent, alors que personne ne lui a demandé de le faire. Cet acte renforce encore les soupçons. Michael Warren attire également l'attention des enquêteurs, mais il dispose d'un alibi en béton, confirmé par des compagnons de route. Mais qui est Sheila Keane? Sheila a grandi dans le centre rural de la Floride, pas dans les zones de plage habituelles, mais dans des zones occupées par des ranchs de bétail. Elle était forte et séduisante, mais dès son plus jeune âge, elle n'a pas respecté la loi, avec plusieurs condamnations pour vol à son actif. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle commence à fréquenter un homme qui a 2 décennies de plus qu'elle et l'épouse bientôt, devenant ainsi Sheila Keane. Son mari est un ancien membre du Ku Klux Klan, mais il n'est pas le premier homme adulte de sa vie. Dès son plus jeune âge, elle recherche ceux qui peuvent lui assurer une existence confortable.
Son mari a repris des voitures, a des locataires peu scrupuleux, a fait des travaux dangereux et s'est retrouvé en prison pour avoir vendu de la marijuana. Pour se rapprocher de lui, Sheila déménage en Géorgie. Après sa libération, ils retournent en Floride, où elle rencontre Michael Warren et commence à travailler pour son entreprise aux côtés de son mari. Parfois, la force brute ne suffit pas à récupérer les voitures, et Sheila fait preuve de ruse. Des rumeurs circulent parmi les employés de Barnes Motors sur ses méthodes. Elle s'habille de manière provocante, séduit un client, l'amène au motel, puis, alors qu'il est sans défense, sort un pistolet. À ce moment-là, son mari et Michael Warren faisaient irruption dans la chambre, et le client, terrifié, lui remettait consciencieusement les clés de la voiture. Les employés de l'entreprise ont discuté de cette histoire encore et encore, ne comprenant pas pourquoi elle prenait un tel risque avec des hommes armés autour d'elle. Sheila voulait peut-être impressionner Michael. 2 ans après ces événements, elle divorce, loue un appartement près de son lieu de travail et se rapproche de son patron. Les habitants parlent d'elle en bien, mais notent qu'elle a un mari très amical et sociable. Il s'avère que Michael Warren passe tellement de temps avec Sheila que son entourage le prend pour son époux. Les détectives examinent les affaires financières du couple et découvrent que toute l'activité de location de biens immobiliers est enregistrée au nom de Marlène. Les avocats confirment qu'en cas de divorce, Michael ne peut compter que sur sa société et rien d'autre. En revanche, en cas de décès de sa femme, il devenait son héritier. Le principal suspect est donc Michael Warren. Mais il a un alibi. Sheila Keane, elle, n'en a pas. 2 jours après l'agression de Marlène Warren, la police découvre la même Chrysler blanche. La voiture avait été laissée avec les clés sur le contact au portail de la famille, à la grande surprise des propriétaires. Ceux-ci se sont contentés de suivre les instructions qui leur avaient été données. Quelques jours plus tard, ils ont reçu un appel leur demandant où se trouvait la voiture. Ce à quoi le directeur de l'entreprise a répondu qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, car leur procédure habituelle de restitution des véhicules est complètement différente. Les inspecteurs vérifient les informations et constatent que le numéro de téléphone contacté par les propriétaires provient d'un annuaire actualisé. Après enquête, ils découvrent la source de la confusion, l'annonce de Michael Warren. Ce dernier a utilisé le mot « rent » en gros caractères gras dans l'annonce de son concessionnaire automobile, Bargain Motors, afin que les clients potentiels confondent sa société avec Palace Rent et l'appellent. Une vérification plus poussée révèle que l'appel a été pris par un employé de Bargain Motors qui a trompé les locataires et récupéré la voiture. Cependant, son sort reste inconnu. Soupçonnant Michael Warren d'avoir utilisé la voiture à des fins criminelles ou de l'avoir transmise à un complice, les enquêteurs s'intéressent à son entourage. L'un des employés de la concession était au travail ce jour-là et ne pouvait pas faire le clown. À l'intérieur de la Chrysler, les enquêteurs trouvent de longs cheveux noirs et des fibres artificielles de couleur orange et jaune qui rappellent celles utilisées pour la fabrication de perruques bouclées. Parallèlement, les enquêteurs cherchent à savoir où ont été achetés le costume de clown, les fleurs et les ballons. Les employés du magasin Spotlight se souviennent que le soir du 24 mai, une femme est entrée juste avant la fermeture. Elle a insisté pour acheter d'urgence un costume alors que le magasin fermait déjà. Selon la description du personnel, la cliente mesurait environ 175 cm, avait des yeux bruns et de longs cheveux bruns. Elle portait un jean et une chemise d'homme, et son apparence était plutôt androgyne. Si elle avait porté un chapeau et caché ses cheveux, il aurait été difficile de déterminer son sexe. Les inspecteurs se rendent à nouveau à Spotlight avec des photos des suspects. Les employés du magasin n'hésitent pas à montrer une photo de Sheila Keane. Un autre indice important est constitué par les ballons que le clown tireur a remis à Marlène. Une vérification dans de nombreux magasins révèle que de tels ballons n'étaient vendus que dans un seul supermarché, Publix, situé à seulement 1 kilomètre de la maison de Sheila.
Il n'y avait pas de caméra vidéo dans le magasin, mais l'un des employés reconnaît Keane sur une photo. La police scientifique réexamine les preuves trouvées dans la voiture du clown. Les cheveux trouvés dans la voiture appartiennent à Sheila. Les fibres trouvées dans la voiture et dans sa maison sont identiques en termes de composition, de texture et de couleur. Ils testent également un cheveu pris dans un ruban de ballon. Il a été négligé lors du premier examen, mais il a été découvert et confirmé comme étant également celui de Sheila. À ce moment-là, les époux Warren vivent dans un autre État où ils ont ouvert un restaurant rapide appelé Vache Pourpre. Leurs voisins affirment que le couple avait l'air heureux et amoureux. Cependant, le 26 septembre 2017, alors qu'ils rentrent chez eux, ils tombent dans une embuscade tendue par la police. Sheila est arrêtée car elle est soupçonnée d'un meurtre commis il y a 27 ans. La femme ne pose pas de questions, une seule chose l'intéresse. Vont-ils aussi arrêter Michael? Le procès Sheila Keane Warren est accusé de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Le procureur Aaron Berg demande qu'aucune caution ne soit fixée et déclare son intention de requérir la peine de mort. Preuve principale, comparaison des fibres d'une perruque trouvée sur les lieux du crime avec une perruque achetée par Sheila. Les fibres de la moquette de la voiture du clown correspondent aux moquettes du domicile du suspect. Les cheveux trouvés dans le ballon appartiennent à Sheila. Néanmoins, la procédure traîne en longueur. La pandémie de Covid, les lenteurs bureaucratiques et l'apparition de nouveaux matériaux retardent les réunions. En 2022, il s'avère que la police a accidentellement rangé le dossier « Observation de clown » dans une boîte contenant les dossiers de Michael Warren. Les avocats bénéficient d'un délai supplémentaire pour étudier les nouvelles données. Le dernier mot, la mère de Marlene Warren, est décédée en mars 2023 sans que justice ait été rendue. Michael Warren n'a jamais été accusé d'avoir organisé le meurtre. Il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec la mort de son ex-femme. C'est la loi. Cependant, l'inspecteur Paige McCain, le procureur Aaron Berg et la famille de Marlene se consolent en se disant que l'affaire a enfin trouvé sa conclusion logique. Marcel Petiot, le tueur en série le plus sanglant de France. Marcel Petiot est un cas unique parmi les tueurs en série. De nombreux experts ne le considèrent même pas comme un maniaque. Il a commis la plupart de ses crimes pendant l'occupation allemande de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Petiot attirait ses victimes dans la maison de la mort, en leur promettant de les aider à fuir la France occupée et à se réfugier dans des pays sûrs. Il s'est fait passer pour un médecin d'origine russe nommé Eugène et a assuré qu'il pourrait faire passer des familles juives et des membres de la résistance à l'étranger. Cependant, au lieu du salut, les gens ont trouvé la mort dans cette maison. Enfance et jeunesse. Marcel Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre. Dès l'enfance, il fait preuve de capacité mentale, mais il est tyrannique et se fait renvoyer à plusieurs reprises de l'école. En mars 1914, à l'âge de 17 ans, il ouvre une boîte aux lettres et vole des lettres et des cartes postales. La police l'arrête, mais il n'est pas en mesure d'expliquer les raisons de son comportement. Après son arrestation, Petiot est envoyé chez un psychiatre qui diagnostique des troubles mentaux. Ce diagnostic, posé le 26 mars 1914, lui permet d'échapper à la sanction. En janvier 1916, pendant la Première Guerre mondiale, Marcel est incorporé dans l'armée. Il a survécu à une attaque allemande au gaz, après quoi il a été réformé pour raison de santé. Nombreux sont ceux qui pensent que l'impact du gaz a affecté son psychisme, car après cet incident, son comportement est devenu sensiblement étrange. La voie de la médecine. De retour à Auxerre, Marcel profite de son statut d'ancien combattant pour entrer à l'université à des conditions favorables. Il choisit la faculté de médecine et le 15 décembre 1921, il obtient son diplôme de médecin à Paris. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, il est envoyé travailler dans la petite ville de Villeneuve-sur-Yonne. C'est là qu'il a ses premiers démêlés avec la justice.
Petiot devient dépendant de substances illégales et tombe dans une dépendance qui nécessite de l'argent. Pour trouver de l'argent, il se lance dans une pratique médicale douteuse, vendant des drogues illégales, pratiquant des avortements clandestins et volant ses patientes. Premier soupçon de meurtre. En 1926, Marcel Petiot est pour la première fois soupçonné de meurtre par la police. Louise Delaveau, 23 ans, la fille d'une de ses patientes et, selon la rumeur, la maîtresse de Marcel, a disparu. Bien que le père de Louise ait activement recherché sa fille et que la police ait enquêté, aucune preuve n'a été trouvée contre Petiot. La disparition de la jeune fille est considérée comme une simple fugue. Pour éviter les soupçons, Marcel décide de changer la situation et retourne à Auxerre, où se déroulent à l'époque des élections municipales. Il se porte candidat et remporte la victoire contre toute attente. Désormais, il n'est plus seulement médecin, mais aussi maire de la ville. Pouvoir et nouveaux crimes. Devenu maire, Marcel Petiot n'abandonne pas pour autant son activité médicale. Mais c'est son activité médicale qui attire à nouveau l'attention des forces de l'ordre. En 1929, sa femme de chambre disparaît. Il s'avérera plus tard qu'elle était enceinte. Les soupçons se sont immédiatement portés sur Petiot, qui était marié et avait un fils. Le procureur de la ville le soupçonne d'être impliqué dans cette disparition. Une enquête a été ouverte et la police a trouvé une ancienne patiente de Petiot qui était prête à témoigner. Cette femme a affirmé que le médecin était un sadique qui aimait pratiquer des opérations sans anesthésie. Cependant, peu avant que le procureur ne prépare le dossier, le témoin est décédé de manière inattendue. Peu de temps après, le procureur est également décédé. Les 2 certificats de décès ont été signés par Petiot lui-même, invoquant des causes naturelles. Entre-temps, des rumeurs parviennent au préfet du district au sujet des machinations financières du maire et de son implication possible dans la mort de plusieurs personnes. En 1931, pour éviter le scandale, Marcel Petiot démissionne et s'installe à Paris. Les années parisiennes et la Seconde Guerre mondiale. À Paris, Marcel réussit à s'installer encore mieux. Il poursuit son activité médicale et gagne beaucoup d'argent. En 1939, il remplit une déclaration d'impôt indiquant qu'il a gagné plus d'1 million de francs en 1 an. Pendant l'occupation allemande, il trouve un nouveau moyen de s'enrichir. Sous couvert de sauvetage de juifs et de résistants, il propose aux gens de s'enfuir à l'étranger contre de l'argent. De nombreux désespérés acceptent de lui donner leurs dernières économies. Mais au lieu d'être sauvés, les victimes se retrouvaient dans ce qu'on appelle la maison de la mort. Marcel Petiot est entré dans l'histoire comme l'un des tueurs en série les plus sanglants de France. Ses crimes sont choquants par leur cruauté et leur cynisme. Et l'histoire de sa vie montre comment un maniaque a pu se cacher pendant des décennies sous le masque d'un médecin respecté, d'un maire et d'un ancien combattant. L'histoire de Marcel Petiot, les crimes d'un tueur en série en France. Pendant l'occupation allemande de la France, Marcel Petiot, bon citoyen en apparence, s'est transformé en l'un des plus terrifiants tueurs en série. Son histoire rassemble la tromperie, la cruauté et la manipulation auxquelles il a soumis ses victimes. Les débuts de l'activité criminelle. Contrairement à beaucoup d'autres pays où les Allemands prenaient des gens en masse pour les soumettre au travail forcé, en France, la procédure semblait plus organisée et ressemblait à un enrôlement régulier dans l'armée. Cependant, de nombreux Français ne veulent pas aller en Allemagne, même si les conditions de vie y sont comparativement meilleures. Petiot exploite cette crainte en vendant de faux certificats médicaux, les dispensant du départ obligatoire. S'engager dans la tromperie. En 1941, Petiot a élargi ses projets criminels. Alors que la répression contre les Juifs et les résistants s'intensifie, de nombreux Français cherchent un moyen de quitter le pays. Petiot leur propose un itinéraire sûr vers l'Amérique du Sud. Les gens le croient, vendent leurs biens, achètent des devises et de l'or, puis reçoivent de lui une adresse secrète où ils doivent se rendre pour être envoyés. La maison de la rue Lézère.
En 1939, Petiot achète une maison au 21 de la rue Lézère et l'aménage pour ses besoins. Il construit une pièce insonorisée avec 2 sorties. L'une mène au garage, où se trouve une fosse remplie de chaux vives. Dans cette fosse, il plaçait les corps de ses victimes, la chaux accélérant la décomposition. Petiot démembrait ensuite les corps. Au début, il jetait les restes dans la Seine et sur des terrains vagues, mais après l'instauration du couvre-feu, cela devenait trop risqué. Les soupçons de la Gestapo. En 1943, Petiot attire l'attention de la Gestapo. Les Allemands apprennent qu'il pourrait être impliqué dans l'évasion de Juifs et de membres de la résistance. Un agent de la Gestapo, Iven Dreyfus, est envoyé pour vérifier ses activités et organise un transfert avec Petiot. Cependant, Dreyfus disparaît rapidement. Les Allemands arrêtent Petiot et son intermédiaire, mais après 2 mois d'interrogatoire, Petiot est libéré. Selon une version, il aurait proposé de vendre la maison de la rue Lézère à des collaborateurs, ce qui l'aurait aidé à sortir. La découverte de la maison de l'horreur. Le 11 mars 1944, des habitants de la rue Lézère se plaignent d'une odeur constante de brûlé et de fumée provenant de la maison numéro 21. La police, sans réponse du propriétaire, enfonce la porte. Ils découvrent des restes humains, des parties de corps et une cuisinière en feu dans le sous-sol de la maison. Les experts ont dénombré les restes d'au moins 26 personnes. L'évasion de Petiot. Alors que les experts travaillaient sur la scène de crime, Petiot lui-même s'est approché de la maison en voiture. Les voisins l'ont reconnu et la police a tenté de l'arrêter. Mais Petiot affirme qu'il est membre de la résistance et qu'il a exécuté des traîtres sur ordre de la direction. Il est ensuite parti calmement à vélo et la police ne l'a pas poursuivi. Résultat, l'identité du propriétaire de la maison a été rapidement établie. Petiot s'est avéré être un tueur en série connu sous le surnom de chirurgien, car les restes trouvés indiquaient un démembrement professionnel des corps. L'histoire de Petiot est devenue le symbole de la cruauté tordue et de la ruse qui lui ont permis de se cacher sous le masque d'un bon citoyen pendant si longtemps. Cette histoire nous rappelle que la peur et le chaos de la guerre peuvent créer les conditions propices à l'émergence de criminels aussi horribles. Après la découverte de restes humains dans une maison de la rue Lézère, la police a lancé une enquête approfondie, au cours de laquelle de nombreux indices ont été recueillis pour prouver l'implication de Marcel Petiot dans les meurtres. En particulier, des documents appartenant à 71 personnes, dont des enfants, ont été retrouvés dans la maison. L'enquêteur Georges Mazieu était convaincu que Petiot était impliqué dans les meurtres et le recherchait activement. Dès le 13 mars 1944, la police arrête sa femme, son fils et son frère Maurice. Les interrogatoires n'aboutissent cependant pas à des résultats concrets. La première vague d'arrestations et la guerre. En juin 1944, le débarquement des troupes de la coalition anti-hitlérienne en Normandie détourne l'attention de l'affaire Petiot. De plus, après la libération de Paris, Georges Mazieu et d'autres membres de la police criminelle sont arrêtés pour collaboration avec les Allemands. Peut-être qu'à ce stade, l'affaire Petiot serait restée dans l'oubli s'il ne s'était pas rappelé à l'ordre. Lettres aux journaux. À l'automne 1944, Marcel Petiot commence à envoyer des lettres à des journaux parisiens en prétendant avoir été membre de la résistance. Il accuse la Gestapo d'avoir placé les cadavres retrouvés chez lui pour le compromettre devant les clandestins. Ces déclarations attirent l'attention de l'opinion publique et des autorités. Une nouvelle enquête est confiée au commissaire Pinault. La révélation des faits. Le commissaire Pinault a commencé à étudier les rapports sur les événements de mars et a également rendu visite à Georges Maciat en prison. Il s'avère que Petiot est impliqué dans les assassinats, mais que ses liens avec le maquis ne sont pas confirmés. Son frère Maurice est rapidement arrêté et avoue avoir aidé Petiot à brouiller les pistes.
Il a transporté des valises contenant les effets personnels des victimes à différentes adresses. La police, après avoir vérifié ces adresses, a trouvé de nombreux objets appartenant à plus de 70 personnes. Cela confirme que Petiot n'aidait pas les gens à fuir la France, mais qu'il les tuait et les volait. L'arrestation de Marcel Petiot. Le 31 octobre 1944, Petiot est arrêté. Il est identifié à la gare par l'agent Charles Danier, qui soupçonne que les documents présentés au nom d'Henri Valéry Waterwald sont des faux. Au commissariat, la police trouve Petiot en possession de nombreuses fausses cartes d'identité, et sa femme identifie Marcel comme étant le détenu. Dans un premier temps, Petiot a prétendu avoir exécuté des traîtres lors de missions de la résistance. Cependant, l'enquête a révélé que la plupart des victimes n'avaient jamais collaboré avec l'occupant. La police l'a inculpé d'assassinat collectif. Méthode d'exécution. Petiot a tiré ses victimes dans sa maison de la rue Lézère, où il leur servait du café additionné de somnifères. Une fois les victimes endormies, il leur injectait du poison, le plus souvent du curare. Si les victimes refusaient de boire le café, il insistait pour qu'elles soient inoculées, ce que personne ne refusait, faisant confiance aux médecins. Procès et exécution. Le procès s'ouvre le 19 mars 1946. Petiot est reconnu coupable de 26 meurtres et condamné à mort. L'exécution est retardée à plusieurs reprises en raison de dysfonctionnement de la guillotine, mais il est exécuté le 25 mai 1946. Mystère non résolu. Le nombre exact des victimes de Petiot reste inconnu. Certaines sources affirment qu'elles auraient été plus de 200. On ne retrouve pas non plus l'argent et les objets de valeur que les victimes avaient confiés à Petiot dans l'espoir de quitter la France. Parmi les biens des victimes pourraient figurer des millions de dollars en espèces et en bijoux. Ces objets de valeur n'ont jamais été retrouvés, pas plus que le nombre réel de victimes décédées dans la maison de la mort de la rue Lézère. Le numéro 3 de la rue Moorhouse, dans la banlieue de Perth, à Willigi, en Australie-Occidentale, ne se distinguait pas extérieurement par autre chose que son état d'abandon. Ce bungalow en briques blanches d'un étage et de 2 chambres, entouré d'un jardin envahi par la végétation, semblait être la pire maison de la rue. Pourtant, cette adresse banale est devenue la maison des horreurs, théâtre des crimes brutaux commis par David et Catherine Birnie. Histoire du crime. Un couple de tueurs en série, David et Catherine Birnie, qui vivaient dans la maison, se sont révélés être un phénomène rare dans le monde du crime. Un couple de tueurs en série. Ils trouvaient leurs victimes en prenant des autostoppeuses ou des femmes qui avaient besoin d'aide sur le bord de la route. Aucune de ces jeunes femmes, âgées de 15 à 31 ans, n'était consciente du danger. Elles étaient emmenées dans une maison de Moorhouse Street où elles étaient séquestrées, abusées, puis assassinées. Méthode d'assassinat. Les victimes étaient soit endormies avec de fortes doses de somnifères et étranglées, soit tuées par des moyens plus brutaux, à l'aide d'un couteau ou d'une hache. Les corps des Birnies assassinés ont été enterrés dans des fosses peu profondes, dans une forêt isolée près de Perth. Disparition et enquête. Série disparue. Entre octobre et novembre 1986, 4 jeunes filles ont disparu à Perth. Leur disparition a alerté le sergent-détective Paul Ferguson, qui a soupçonné un tueur en série d'en être à l'origine. Les soupçons se sont renforcés lorsque les proches de certaines des jeunes filles disparues ont reçu des lettres et des appels téléphoniques. Suzanne Candy, 16 ans par exemple, a reçu 2 lettres lui assurant qu'elle allait bien. Percée dans l'enquête. Le 10 novembre 1986, la situation change. Une jeune fille à moitié nue est entrée dans un centre commercial de Willigi, déclarant qu'elle avait échappé à ses ravisseurs. Elle a déclaré qu'elle avait été détenue dans une maison de Moorhouse Street où elle avait été maltraitée. La jeune fille se souvient de l'adresse et du numéro de téléphone de ses ravisseurs.
ce qui constitue un élément de preuve essentiel. Arrestation et aveu. Les informations recueillies ont permis aux inspecteurs Ferguson et Vince Katish d'arrêter Birney. Pressés par les preuves et les témoignages, les deux hommes avouent une série d'enlèvements et de meurtres. Leurs crimes ont choqué l'Australie et laissé une trace sombre dans l'histoire de la médecine légale. Les délits. Les Byrnes prenaient des victimes, des jeunes femmes âgées de 15 à 31 ans, souvent des autostoppeuses. Les victimes les trouvaient mignons et ne se doutaient de rien jusqu'à ce qu'elles se retrouvent dans une maison où elles ont été ligotées, violées et assassinées. Méthode d'assassinat, dose mortelle de somnifères et strangulation, poignardage à l'aide d'un couteau ou d'une hache. Lieu d'inhumation, fosse peu profonde dans une forêt de pins, près de Perth. En un mois, les Byrnes ont tué 4 femmes. Début de l'enquête. La disparition de Denise Karen Brown, 21 ans, le 5 novembre 1986, a attiré l'attention de la police. Il s'agit de la 4e disparition en 27 jours. Le sergent-détective Paul Ferguson soupçonne un tueur en série d'être à l'œuvre à Perth. Les lettres et les appels de jeunes filles disparues étaient particulièrement alarmants. Susan Candy, 16 ans, a envoyé 2 lettres à ses parents après sa disparition. Denise Brown a téléphoné à une amie le lendemain de sa disparition. Ces faits indiquent que les victimes ont été contraintes de prendre contact sous la menace. L'évasion d'une des victimes. Le 10 novembre 1986, la police a été informée qu'une jeune fille à moitié nue était entrée dans le centre commercial Willie G. La jeune fille a déclaré avoir été enlevée par un couple marié, emmenée dans une maison, ligotée et violée. Le matin, alors que la femme était distraite, la jeune fille a pu s'échapper. La police a rapidement identifié les ravisseurs grâce aux descriptions, au numéro de téléphone et à l'adresse de la jeune fille. Arrestation et aveu. Catherine Birney a été arrêtée à son domicile et David a été arrêté à l'entrepôt où il travaillait. Dans un premier temps, les deux hommes ont nié les allégations, affirmant que la jeune fille était venue de son plein gré. Mais sous la pression des preuves et des interrogatoires, David passe aux aveux. Elles sont 4 au total. Catherine confirme ses propos. Le couple accepte de montrer les lieux de sépulture. La découverte des corps Denise Karen Brown, 21 ans, trouvée dans une forêt de pins. Mary Frances Nielsen, 22 ans, corps retrouvé 30 minutes plus tard dans une autre partie de la forêt. Susan Candy, 15 ans, enterrée à 1 kilomètre de la sépulture précédente. Noéline Patterson, 31 ans, répertoriée comme Catherine Birney. Les Birney n'ont pas montré une once de remords. Ils ont même apprécié d'être au centre de l'attention. Profil psychologique. Catherine Birney, humble mère de 6 enfants, elle ne serait pas devenue meurtrière sans David. Elle était dépendante de lui et commettait des crimes pour son approbation. David Birney a grandi dans une famille pauvre et a souvent été interné dans des établissements pénitentiaires. Sa nature criminelle s'est formée dès l'enfance. David et Catherine Birney, un couple originaire de la ville australienne de Perth, ont commis une série de crimes odieux qui ont choqué tout le pays. Leurs victimes étaient des jeunes femmes qui ont été kidnappées, violées et assassinées. Voici la chronologie des événements qui révèle les horreurs perpétrées par ce couple. Susan, Candy, David et Catherine circulaient dans les rues à la recherche d'une victime jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une jeune fille, Susan Candy. Elle est montée dans la voiture, mais a été ligotée et menacée avec un couteau sous la gorge. Elle a été emmenée dans une maison de Moorhouse Street où elle a été bâillonnée, enchaînée à un lit et agressée sexuellement. Lorsque David a terminé les sévices, Catherine s'est allongée à côté d'eux, ce qui l'a excitée et lui a donné du plaisir. Cela l'excitait et elle commençait à prendre plaisir à participer à ces crimes. David a ensuite tenté d'étrangler Suzanne avec un fil de nylon, mais elle a commencé à résister.
Elle a été endormie avec des somnifères, et alors qu'elle s'endormait, Catherine a prouvé sa loyauté envers David en tuant la jeune fille de ses propres mains. Ils ont enterré le corps de Susan Candy dans la réserve naturelle de Glen Eagles, à côté de la tombe d'une autre victime, Mary Nilsson. Noéline Patterson. Le 1er novembre 1986, le couple Birney aperçoit Noéline Patterson, 31 ans, sur Canning Highway. Elle se tenait à l'extérieur de sa voiture, qui était en panne d'essence. Le couple lui a proposé de l'emmener et Noéline, inconsciente du danger, a accepté. Une fois dans la voiture, elle a été menacée avec un couteau, ligotée et emmenée dans la maison de Birney. Là, elle a été enchaînée à un lit, bâillonnée et violée à plusieurs reprises. Catherine a éprouvé une haine intense pour Noéline dès qu'elle l'a vue. Elle était gênée par la beauté et la grâce de la jeune fille, ainsi que par le fait que David était fasciné par elle. Initialement, le couple avait prévu de tuer Noéline la même nuit, mais David ne cessait de repousser l'échéance. Cela exaspère Catherine. À un moment donné, Catherine, menaçant avec un couteau, a forcé David à choisir entre elle et la captive. Finalement, sous la pression de sa femme, il a administré à Noéline une dose mortelle de somnifères, puis l'a étranglée. Le corps de la jeune fille a été enterré dans les bois comme les victimes précédentes. Denise Brown. Le 5 novembre 1986, un couple marié a enlevé Denise Brown, 21 ans, alors qu'elle attendait un bus. Elle a été menacée avec un couteau, ligotée et emmenée dans une maison. Là, elle a été enchaînée à un lit et maltraitée. Le lendemain, Denise a été emmenée dans une pinède près de la ville de Wanneroo. En chemin, le couple s'est arrêté pour tenter d'attirer une autre victime, une étudiante, dans la voiture, mais elle a refusé de se joindre à eux. La jeune fille les a reconnus plus tard, sur des photos d'actualité. Dans les bois, David a de nouveau violé Denise, tandis que Catherine éclairait ce qui se passait à l'aide d'une torche. Les Birney ont ensuite tué la jeune fille et enterré son corps dans les bois. Conclusion des infractions. Après la capture des époux Birney, il est apparu clairement qu'ils avaient agi avec sang-froid et cruauté, prenant plaisir à tourmenter leurs victimes. Catherine a déclaré dans des interviews qu'elle n'avait ressenti aucune émotion pendant les meurtres et qu'elle était prête à faire n'importe quoi pour plaire à David. Ces crimes ont choqué la société et attiré l'attention sur le problème de la violence. L'affaire Birney a rappelé la nécessité de renforcer la protection des personnes vulnérables. Meurtre brutal et captivité. L'affaire Birney, David John. Birney et Catherine Margaret Birney ont commis une série de crimes horribles qui ont choqué la communauté et laissé une marque indélébile dans l'histoire criminelle de l'Australie. Le meurtre de Denise Brown. L'une des victimes du couple était Denise Brown, âgée de 21 ans. David Birney l'a poignardée dans le cou, mais la jeune fille n'est pas morte sur le coup. Catherine, qui tenait une torche, a suggéré d'utiliser un couteau plus grand et David a continué à la poignarder jusqu'à ce que Denise s'effondre. Le couple creuse une fosse peu profonde et y dépose le corps. Lorsqu'ils ont commencé à recouvrir la jeune fille de sable, il s'est avéré qu'elle était encore en vie. Denise a essayé de se redresser. David s'est alors emparé d'une hache et lui a donné un coup sur la tête, mais cela n'a pas tué la jeune fille. Ce n'est qu'après le deuxième coup de hache que son crâne a été ouvert. Le corps était recouvert de sable. Cette affaire a eu un fort impact psychologique sur Catherine Birney, qui n'avait auparavant éprouvé aucun remords pour ce qu'elle avait fait. L'enlèvement de Kate Moir. La victime suivante du couple est Kate Moir, âgée de 17 ans. Elle a reçu l'ordre d'appeler ses parents et de leur mentir en disant qu'elle se trouvait chez une amie. La jeune fille espérait que ses parents se rendraient compte que quelque chose n'allait pas, mais ils n'ont rien soupçonné.
David est parti travailler, laissant Catherine et Kate seules. Catherine commence peu à peu à faire confiance à la jeune fille, et elles passent du temps ensemble à écouter de la musique et à regarder des films. Dès que Catherine a autorisé Kate à sortir, la jeune fille a compris que c'était l'occasion de s'échapper. Kate casse la serrure de la fenêtre de la maison des Birney et sort. Elle cherche de l'aide, frappe aux maisons, mais personne n'ouvre. Elle se dirigea vers un magasin voisin où elle aborda l'homme à l'entrée, disant qu'elle avait été violée et qu'elle avait besoin d'aide. Arrestation et procès. Le 12 novembre 1986, David et Catherine Birney ont comparu devant le Fremantle Magistrates Court. Ils sont accusés d'avoir tué volontairement 4 personnes. Ils ont été emmenés dans la salle d'audience sous haute surveillance et ont tous deux écouté les accusations sans manifester d'émotion. Lors de l'audience, aucun des 2 accusés n'avait d'avocat. La libération sous caution a été refusée et Birney a été placé en détention provisoire. Réaction du public. Les infractions commises par le couple ont suscité une vive indignation dans l'opinion publique. Une foule s'est rassemblée devant le palais de justice pour demander justice. L'affaire est devenue l'une des plus médiatisées de l'histoire pénale australienne et a conduit à un renforcement des mesures d'enquête sur des délits similaires. Le procès de David et Catherine Birney, une analyse détaillée des événements. Le 10 février 1987, une foule de milliers de personnes s'est rassemblée devant la Cour suprême de Perth. Elle réclame un châtiment équitable pour David et Catherine Birney, le couple dont les délits ont choqué toute la région. La foule hurle et réclame le rétablissement de la peine de mort pour punir sévèrement les atrocités commises. Sous haute protection policière, les accusés ont été conduits au palais de justice. Première comparution devant le tribunal. Bill Power, journaliste au Perth Daily News qui a couvert le procès, se souvient que ce fut l'un des moments les plus effrayants de sa carrière. Apparence et comportement des accusés. Le couple n'a rien de remarquable. David est un homme mince, à l'allure peu impressionnante. Catherine est une femme modeste à l'expression aigrelette. Ils ne semblaient pas se distinguer des gens ordinaires que l'on peut rencontrer dans les villes de province. Pourtant, leurs actes et leur réputation leur valent une haine universelle, l'apparition de David dans la salle d'audience. David est le premier à monter les escaliers de bois qui mènent à la maison d'arrêt. Son apparence ne semble pas à sa place dans le cadre solennel de la Cour suprême. David a gardé son calme en observant les personnes présentes. Le comportement de Catherine Birney, Catherine, la suivante, s'est comporté tout à fait différemment. Elle a résisté aux gardes, a crié des insultes et s'est battue pour éviter d'être touchée, mais son comportement changea radicalement lorsqu'elle aperçut David. Son agressivité a été remplacée par un calme étrange. Audience de l'affaire. Le procès a commencé par la lecture des charges retenues contre David Birney, qui s'est présenté devant le juge les mains croisées dans le dos. Pendant que les chefs d'accusation d'enlèvement, de viol, de torture et de meurtre sont lus, Catherine est assise derrière lui sur le banc en bois. Soudain, elle se penche en avant et lui caresse doucement le doigt, montrant ainsi son affection même dans cette situation. Les aveux de David Birney a plaidé coupable pour 4 chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement et de viol. Il a expliqué sa décision comme une tentative d'épargner aux familles des victimes un long procès, en disant « c'est le moins que je puisse faire. C'est le moins que je puisse faire. » Jugement du tribunal. Le juge Wallace a condamné David à la peine maximale de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans son jugement, le juge a noté ce qui suit: la loi n'est pas assez forte pour exprimer l'horreur de la société face à ce meurtrier sadique. Un tel homme ne devrait jamais être libéré. Malgré la sévérité de la peine, David a gardé son courage. En quittant la salle d'audience, il a envoyé un baiser aérien à la foule sous haute sécurité. Condamnation et peine de Catherine Birney. Catherine, qui a été jugée saine d'esprit, a également comparu devant le tribunal.
des experts ont assisté à l'audience et ont noté l'extrême dépendance personnelle de Catherine à l'égard de David. Un psychiatre a déclaré « C'est le pire cas de personnalité. C'est le pire cas de dépendance de la personnalité que j'ai vu dans ma carrière. » Tout au long du procès, Catherine a tenu la main de David, lui souriant gentiment et lui caressant parfois la main, malgré la lecture des détails horribles de leur crime. Le jugement du tribunal. Le 3 mars 1987, le tribunal prononce à l'encontre de Catherine la même peine qu'à l'encontre de David. La réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Le juge ajoute « À mon avis, vous ne devriez jamais revoir David Birnie et vous ne devriez jamais être autorisé à le revoir. » Lorsque Catherine a été conduite hors de la salle d'audience, elle a jeté un dernier regard à David, comme si elle réalisait que leur chemin s'était désormais séparé à jamais. Résumer l'histoire de David et Catherine Birnie reste l'une des pages les plus horribles du casier judiciaire australien. Leurs crimes, brutaux, insensés et pleins de misère pour les victimes et leurs familles, ont laissé une marque profonde sur la société. Le verdict du tribunal a mis fin à cette histoire tragique, mais l'étrange attachement entre David et Catherine continue de choquer et de rendre perplexes ceux qui étudient l'affaire.